Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Olivier Dorchamp et j'ai écrit mon premier roman, Ce que je suis, paru aux éditions Finitude le 22 août 2019. Et dans le cadre de la promotion de ce roman, j'ai été censé participer à plusieurs manifestations au cours des mois de mars, avril, mai et juin, et bien entendu, en raison de la crise que nous vivons, elles ont toutes été annulées. Ces manifestations étaient diverses. Il y avait le salon du livre de Quiberon, le festival du premier roman de Laval, les journées du livre et du vin de Saumur, mais également une discussion avec d'autres primo-romanciers dont le roman avait été sélectionné avec le mien pour le prix du premier roman de la ville de Paris, et des rencontres avec des lecteurs dans le cadre de librairies, de médiathèques, de collèges, de lycées, de maisons d'arrêt. Et je suis vraiment chagriné que ces rencontres ne puissent pas avoir lieu, car le pendant du travail solitaire de l'écrivain, vous êtes ici dans mon bureau à Londres, je vis à Londres, je suis franco-britannique, et le pendant à cette solitude choisie, qui est un peu différente de la solitude que nous vivons en ce moment et qui explique parfois des coupes de cheveux un peu aléatoires. Mais le pendant donc de cette solitude de l'écrivain, de ce travail solitaire, c'est la promotion, et je m'en suis rendu compte au début de cette aventure, au mois d'octobre, lorsque j'ai rencontré mes lecteurs pour la première fois. Euh, cette, euh, ces cadeaux que nous offrent les lecteurs en nous révélant leur interprétation ou leur ressenti sur ce que l'on a écrit sont magnifiques et finalement donnent, pour moi en tout cas, une raison d'être à mon travail et m'aident à progresser dans mon travail. Donc je suis très déçu que ces rencontres ne puissent pas avoir lieu. Nous allons essayer d'y remédier. J'ai reçu des questions de certains lecteurs à travers des libraires et une médiathèque. Comme ces questions se recoupent, je vais essayer d'y répondre tant bien que mal et en espérant que ces lecteurs puissent voir ces réponses et si jamais ils veulent dialoguer, que nous nous rencontrerons à un autre moment. Alors, la question de l'inspiration peut être interprétée de deux manières. Quel a été le déclencheur de cette histoire et quelle en a été la motivation? Attendez, je me rends compte qu'il y a un peu de soleil dans mon bureau. Voilà. Alors, le déclencheur, c'est un de mes amis, Ramzi, auquel j'ai dédié le livre, qui a perdu son père il y a quelques années. Et son père était marocain. Et il a émis le désir d'être enterré au Maroc. Et ça a généré tout un questionnement personnel qui a été la motivation pour écrire ce livre. Donc c'est une histoire entièrement fictive, mais dont, si vous voulez, le noyau est né de cette histoire qui est arrivée à mon ami quand il a perdu malheureusement son père, mais il y a plusieurs années, et ça a mis longtemps à faire une petite pelote en moi et à me questionner sur un plan personnel, puisque je suis moi-même binational. Le titre d'origine du roman n'était pas Ce que j'essuie. Voici le manuscrit que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et le titre originel était donc L'ombre des orangers. Et mes éditeurs, une fois que j'avais signé le contrat, m'ont dit que le titre ne leur plaisait pas car il faisait un petit peu France Loisir. Comme j'ai de l'humour, ça m'a fait rire et j'ai tout de suite planché sur d'autres titres et je leur en ai soumis quelques-uns, dont Ce que je suis. Ce soleil est un petit peu agaçant. Ah voilà. Dont, il faut que je me tienne comme ça maintenant, dont Ce que je suis. Et j'aimais particulièrement ce titre, et il leur a plu celui qu'on a retenu, parce qu'il y a une ambivalence, évidemment, il y a un jeu de mots sur ce CE et ce CEX, donc les personnes qui me forgent ce que je suis, mais également un jeu de mots sur le verbe dans ce titre, qui peut être interprété soit comme le verbe être, soit comme le verbe suivre. Et je trouve qu'il colle particulièrement bien à l'histoire, qui est une histoire d'héritage culturel, mais aussi familial, et qui rend hommage finalement aux personnes que l'on suit, c'est-à-dire le thème de l'identité m'est cher pour des raisons personnelles, mais également parce qu'il a un caractère universel. En effet, chacun d'entre nous est porteur d'une identité, parfois héritée, toujours héritée d'ailleurs, mais également une identité que nous nous constituons au cours de notre vie et que nous devons accepter pour l'imposer aux autres. C'est un thème qui est très universel. Beaucoup plus que l'amour, par exemple, car il n'y a aucune garantie que nous rencontrions l'amour au cours de notre vie. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi une famille immigrée, c'est parce que je pense que les problématiques liées à l'identité sont exacerbées dès l'instant où
ont grandi dans un pays qui n'est pas celui de nos parents. Il y a un conflit d'identité que, bizarrement, la première génération, c'est-à-dire les immigrés, dans le cas de mon roman, les parents qui sont arrivés du Maroc, ne ressentent pas. Ils n'ont pas de problème identitaire. Ils savent très bien qu'ils sont marocains et ils n'ont aucun problème de déracinement. Leurs racines sont au Maroc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le père demande à se faire enterrer à Casablanca. En revanche, la deuxième génération, elle, n'a pas les racines de ses parents puisqu'elle n'a pas grandi dans le pays de ses parents et elle a du mal à creuser des racines dans le pays d'accueil puisqu'elle a quand même hérité de beaucoup de l'identité étrangère de ses parents. Cette question est très intéressante car je pense que c'est un petit peu des deux. Je ne sais pas si vous avez lu l'autobiographie de Simone Veil, Une vie, dans laquelle elle raconte que, bien entendu, elle savait qu'elle était juive, mais elle n'en avait pas une conscience quotidienne. Elle ne se levait pas le matin en se regardant dans le miroir en disant je suis juive. En revanche, elle a pris conscience de cette judéité lorsque la Gestapo est malheureusement venue frapper à la porte de son appartement, de l'appartement qu'elle occupait avec sa famille à Nice et les a emmenés à Auschwitz. Je crois que nécessairement notre identité nous est toujours renvoyée par les autres, qu'elle soit culturelle, sexuelle, sociale. On est toujours différent de l'autre. Donc l'autre essaye toujours de nous le montrer, parfois de manière très maladroite, en faisant preuve d'une espèce de suracceptation, de mais moi c'est aucun problème que tu sois différent. Alors que, bien entendu, notre différence, on ne peut pas l'occulter. Il faut construire dessus. Et c'est là que je crois que l'identité devient quelque chose que l'on ressent personnellement et il faut l'accepter, il faut accepter que nous sommes différents pour pouvoir l'imposer. Mais ça ne veut pas dire l'imposer de manière brutale, ça veut simplement être tellement certain de savoir qui nous sommes que finalement le regard de l'autre n'a plus d'importance. Et c'est là que on peut mélanger un petit peu les deux. C'est quelque chose que l'on ressent, mais c'est également quelque chose qui est construit par le regard de l'autre. J'aime beaucoup cette question parce que je crois que le travail de tout romancier, c'est de faire passer des émotions avec une langue simple et compréhensible. Simple ne veut pas dire simpliste, c'est un travail d'orfèvre. Il faut ciseler chaque phrase afin qu'elle touche au cœur de l'émotion du lecteur. Et d'ailleurs, quand le lecteur rencontre le romancier et fait part de son ressenti, des échos qu'ont pu avoir les émotions des personnages dans sa vie de lecteur ou de lectrice, il y a quelque chose chez le romancier qui est particulièrement touchant car cet écho a un écho en moi. Ce sont mes émotions évidemment qui sont passées par le filtre de mes personnages pour arriver jusqu'à mes lecteurs. Je crois que les romans qui martèlent un message passent souvent à côté de la plaque et desservent finalement le roman. Moi, je préfère que ce soit le lecteur et la lectrice qui trouvent le message qu'ils souhaitent dans le livre et puis après le partage avec d'autres lecteurs et comme je disais avec le romancier s'il a l'occasion de le rencontrer. La raison pour laquelle j'ai choisi le Maroc, c'est parce que cette histoire était arrivée à un de mes amis, Ramzi, auquel, comme je disais, j'ai dédié le roman, et que je connaissais un petit peu le Maroc, mais pas tant que ça. Et je me suis rendu à Casablanca 2 fois pour faire des recherches, mais beaucoup plus pour m'inspirer de l'ambiance de la ville que pour faire du tourisme. Et donc, je passais du temps aux terrasses de café à observer les gens, à enregistrer sur mon téléphone ce que je voyais. C'est la technique que je pratique plutôt que d'avoir un carnet. Dans le carnet, je note des grandes idées. Mais en revanche, pour tout ce qui est la description, la narration, je préfère enregistrer sur mon téléphone tout ce que je vois. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, le téléphone va enregistrer malgré lui des sons que moi, je n'aurais peut-être pas eu l'idée de retranscrire dans mon carnet. Donc c'est toujours très intéressant, une fois qu'on est rentré chez soi, de réécouter cela. La raison aussi pour laquelle le Maroc était intéressant, c'est que d'un point de vue romanesque, étant donné que l'islam interdit la crémation, il fallait raccompagner un corps dans un cercueil jusqu'au Maroc, ce qui est bien entendu beaucoup plus symbolique et aussi beaucoup plus romanesque pour mes personnages
que de prendre l'avion avec une urne sur les genoux. Il y a eu plusieurs sources, bien entendu. Je me suis rendu au Maroc, je me suis renseigné sur Internet, mais vous savez, moi je ne suis pas un écrivain wikipédiste, c'est-à-dire que je ne procède pas à des copier-coller comme c'est un petit peu la tendance en ce moment. Euh, non, quand je lis une information, je l'intègre complètement et j'essaie de la voir par les yeux de mes personnages. Et puis, bien entendu, j'ai des amis, j'ai une très bonne amie marocaine ici à Londres, une autre à Düsseldorf, j'ai des amis enfants d'Algériens à Bruxelles, des amis d'origine iranienne ici à Londres, et chacun d'entre eux, quand je leur parlais de mon projet, me racontait des anecdotes qui leur étaient arrivées, et bien entendu décrivait certains rites funéraires ou certains rites familiaux, pas nécessairement autour de la mort, mais des choses qui donnent beaucoup de vraisemblance au récit. Donc toutes les anecdotes qui apparaissent dans le livre sont des anecdotes pardon, qui ont été vécues par mes amis. Et en revanche, toutes les émotions, c'est-à-dire le rejet, c'est-à-dire la difficulté de trouver sa place, par exemple, cette quête d'identité, toutes ces émotions, toute cette réflexion est la mienne. Parce que j'ai beau être 100% européen, je peux vous dire que quand je suis en France, on me colle l'étiquette de toi, t'es de toute façon britannique, et quand je suis ici, on me dit que je suis français. Je n'ai d'accent dans aucune des langues, mais il n'empêche qu'on aime mettre les gens dans des cases, et le but du livre, et je crois de la vie, c'est de dire aux autres que cette case qu'on m'a gentiment préparée, j'ai le droit de la casser, j'ai le droit d'en sortir, et d'avoir ma propre opinion et ma propre identité qui m'appartient et qui n'est pas une identité que vous essayez absolument de rattacher à quelque chose d'autre. Oui, je pense que j'avais pris cette décision peut-être de manière subconsciente. Alors lumineuse, je ne sais pas, c'est gentil d'utiliser ce qualificatif, mais sans pathos, certainement. Vous savez, le sujet du livre, enfin le départ du livre, c'est quand même un décès. Et j'aurais pu en effet tomber dans le pathos, mais je voulais que le lecteur, en refermant le livre, finalement se sente revigoré par cette vie, même si mes personnages, quelle que soit l'époque, passent par des épreuves difficiles. Je voulais qu'on referme le livre en voyant le monde d'une manière un petit peu différente, mais surtout en gardant quelque chose dans sa vie. Et pour moi, c'est ça un livre réussi en tant que lecteur. Donc le pathos ne sert à rien. Le pathos, disons que l'émotion, le lecteur va la ressentir, j'ai pas besoin de rajouter une couche. Au contraire, je pense que plus, comme j'expliquais, on élague, plus on arrive au cœur de l'émotion, et là, il n'y a pas besoin de pathos. Vous savez, quand on vit à Londres et quand on est franco-britannique, l'humour, c'est un petit peu un mode de vie. Je pense que ça se ressent dans mon écriture. Je pense également que les romans qui sont ardus pendant 250 pages, voire plus, dès le début, ardus émotionnellement, bien entendu, sont très difficiles à digérer, sont très difficiles à poursuivre. Et ces touches d'humour que j'ai essayé de saupoudrer dans le roman sont des respirations dans l'émotion. Et bon, il n'y a pas des grands moments de fou rire, mais il y a des moments où on sourit, où on rit. Et pour moi, c'était très important de montrer que le rire, c'est la vie, en fait. Et donc, il y a ce pendant à ce décès, à ce deuil que chacun vit de manière différente. Mais ce pendant, c'est que la vie continue et que, heureusement, dans la vie, il y a le rire. Tomber dans l'écriture, écoutez, je ne sais pas, c'est mon premier roman, je n'avais jamais rien écrit auparavant, et en fait, je l'ai écrit parce que depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'espérais écrire un livre. C'était un petit peu une gageure, et bon, je l'ai fait. Mais je crois qu'il y a deux types de romanciers. Il y a ceux qui, à 20 ans, ont cette certitude qu'ils vont écrire et qui étudient les lettres classiques ou les lettres modernes et écrivent du fond de leur chambre de bonne en mangeant des pâtes toute la journée et dans l'espoir de percer. Et puis il y a les romanciers comme moi qui ont d'abord construit
une vie et un jour se rendre compte que finalement le but de leur vie, ou en tout cas quelque chose qu'ils auraient vraiment souhaité faire, c'est écrire. Moi j'ai écrit ce roman et puis quand j'ai terminé le manuscrit que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai montré à des amis et l'une d'elles m'a convaincu de l'envoyer à des éditeurs car j'ai vécu un petit peu comme un ermite pendant 18 mois et elle était furieuse à l'idée que ces 18 mois sans que l'on se voit aient été pour rien. Donc je l'ai envoyé à 5 éditeurs, 3 éditeurs ont répondu favorablement et j'ai choisi finalement l'éditeur que je souhaitais pour des raisons multiples. Oui, c'est une question qui revient souvent. Alors, j'ai choisi d'écrire en français parce que le français, c'est vraiment la langue de mes émotions. J'ai grandi à Paris, dans le 17e arrondissement, et pour moi, lorsque je dois exprimer quelque chose de profond, d'émouvant, c'est souvent le français qui sort en premier. En revanche, vous voyez, même pour parler de mon livre, j'ai parfois du mal à trouver les bons termes en français, alors qu'en anglais, ça me viendrait beaucoup plus facilement et automatiquement. Et le français me permet donc de gratter cette émotion pour pouvoir l'offrir à mon lecteur, alors qu'en anglais, je crois que j'aurais jeté un voile de pudeur sur ce que j'avais écrit et il n'y aurait pas eu la même émotion qui aurait pu se dégager de mon livre. C'est assez paradoxal, je comprends. Mais voilà, c'est vraiment, je crois qu'on a chacun, toutes les personnes bilingues ont une langue des émotions et une langue du travail. Et c'est une chance, à vrai dire, de pouvoir offrir des émotions dans une langue tout en gardant une espèce de distance grâce à une autre langue que l'on parle. Non, je n'avais jamais écrit auparavant, mais rien, mais vraiment rien du tout, même pas un journal. Et à l'origine, je voulais écrire pour le théâtre, parce que pour moi, l'écriture dramatique est extraordinaire parce qu'elle doit être extrêmement simplifiée. Chaque mot a un poids et chaque mot doit faire réagir le public instantanément et d'une manière générale. C'est-à-dire que vous avez 100, 150, 200, 300, 1000 personnes qui vous regardent et vous écoutent et doivent ressentir cette émotion grâce au travail d'acteur, de metteur en scène évidemment, bien entendu. Et dans le théâtre, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est le poids du silence. C'est-à-dire qu'un silence plus ou moins long va avoir un effet immédiat sur un public. Donc je voulais écrire pour le théâtre et euh, quelqu'un m'a dit que ce serait plus facile de percer, si je puis dire, grâce à un roman. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un roman. Mais j'ai trouvé ça assez laborieux parce que pour moi, le dialogue, j'adore les dialogues. En revanche, la narration oblige à ralentir le rythme et pour moi, c'est un vrai travail. Euh, Oui, alors moi je jette beaucoup et jamais avec regret d'ailleurs. Je crois que pour ce que je suis, j'ai dû jeter à peu près 80 pages, mais ce n'est jamais du travail perdu parce que tout ce travail permet d'apprendre à connaître le personnage ou les personnages de mieux en mieux pour le romancier bien entendu, permet aussi de créer un historique autour de ce personnage, de sa famille, et il y a énormément de choses qui étaient contenues, par exemple, dans ces 80 pages, qui n'apparaissent pas de manière évidente dans le roman, mais qui sont là. Elles sont là. Et je crois que quand une scène est inutile, quand elle dilue l'action, il faut l'éliminer. Quand un personnage n'a pas de raison d'être, il faut le sacrifier. Et comme disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et cette transformation, elle finit par exister ailleurs dans le roman, dans une espèce de sous-contexte que le lecteur perçoit. Que le lecteur perçoit. Et alors, il s'opère quelque chose d'assez étrange lorsqu'on écrit et qu'on finit par tomber amoureux de son personnage principal, parce que c'est ce qui doit arriver, je crois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis littéralement tombé amoureux de mon personnage principal, car il était devenu pas un autre moi, pas du tout. C'était une personne tout à fait incarnée, mais c'était quelqu'un que je voulais protéger, tomber amoureux dans ce sens-là, bien entendu. Je voulais le protéger, je voulais le voir évoluer plutôt comme un enfant, à vrai dire.
Et il s'est incarné, c'est-à-dire qu'un jour il a pris corps et il était avec moi à un café. Et au moment où j'ai commandé euh, ce que je voulais boire, eh bien, je l'ai entendu lui me parler. Et c'est très étonnant et j'ai l'impression parfois que je devrais faire un petit séjour en hôpital psychiatrique lorsque je parle comme ça. Mais c'est vrai, il y a ce moment magique où le personnage principal s'incarne et vit à nos côtés. Et c'est très très gênant d'ailleurs pour les personnes qui partagent la vie d'un romancier, parce que euh, parfois le romancier est dans ses pensées, mais ce sont toujours des pensées qu'il partage avec son personnage principal qui se trouve dans la pièce. Voilà, bon, peut-être que je vais appeler finalement cet hôpital psychiatrique. Oui, oui, j'ai un deuxième roman que je suis en train d'écrire et c'est justement cette phase de l'écriture qui m'est un petit peu pénible, qui est en train de se dérouler et, et j'ai hâte d'arriver à la réécriture. Euh, pour relier à la question précédente, je crois que l'essentiel lorsqu'on commence à écrire, c'est de savoir où on va. On ne peut pas se lancer en disant tiens, je vais prendre un personnage comme ça et puis on verra bien où il me mène. C'est vrai qu'il y a un moment où le personnage prend les rênes, mais il faut que le chemin de ce personnage conduise à un point qu'on a prédécidé en tant que romancier. C'est très difficile de dire ben, il va aller où il veut et puis moi je le suis. Non, non, non. Il faut que à un moment sa transformation ait lieu, il faut que son évolution ait lieu, il faut qu'il arrive d'un point A à un point B qui a été prédéterminé par le romancier. C'est une question qui appelle nécessairement une réponse très subjective. Et pour moi, les romans qui m'ont marqué sont les romans qui ont laissé une trace dans mon âme. Et le premier d'entre eux, je pense, c'est Crime et Châtiment, dans lequel Dostoïevski déroule de manière magistrale ce sentiment de culpabilité jusqu'à une scène ultime, une page ultime quasiment, porteuse d'espoir. Et il ne faut pas vous laisser impressionner par les 800 pages de ce roman, ça se lit comme un polar. En ce moment, compte tenu de ce que nous vivons avec cette crise du Covid-19, je recommanderais deux livres de Hermann Hesse, Le loup des steppes, qui, outre la puissance, le souffle universel qu'il contient, a un passage sublime sur la solitude, et puis également Siddhartha, qui est un livre très court, mais qui replace l'humain et la nature au centre de tout. Et en dehors de ça, un de mes maîtres, c'est Romain Gary. Bien entendu, La promesse de l'aube, Gros câlin, euh, Les cerfs-volants. Et le livre qui, moi, me touche le plus, c'est La vie devant soi, et notamment le personnage de Madame Rosa qui euh, a une force incroyable dans sa tendresse. Et j'aime beaucoup le thème que Romain Gary aborde dans ce roman, qui est celui de finalement l'amour transgénérationnel, transculturel euh, également. Et puis Romain Gary est un maître dans l'art de saupoudrer d'humour les scènes les plus chargées en émotions. Et c'est quelque chose qui, bien entendu, me parle énormément. Chez les auteurs que j'aime particulièrement, vous avez Maupassant, qui est un maître dans l'art du récit. Jane Austen, qui sait analyser les émotions et surtout le non-dit que contiennent beaucoup d'émotions. Pardon, les émotions que contiennent beaucoup de non-dits. J'aime beaucoup Giono. Et si vous me posez la question sur des romans francophones plus contemporains, mes dernières lectures sont, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, sont Le quatrième mur de Sorge Chalandon, Rue des voleurs de Mathia Sénard et Né d'aucune femme de Franck Bouys. Voilà, j'espère que ces recommandations vous tenteront et merci de cette interview, merci aux libraires qui m'en ont fait la demande et à la médiathèque et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer un jour, une fois que ces moments difficiles que nous vivons en ce moment seront passés et je vous souhaite à tous de passer le cap de manière la moins douloureuse possible et surtout de retrouver cette solidarité qui est constitutive de notre humanité.
Merci beaucoup et à bientôt.